Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine de santé et diagnostic. Aujourd'hui, nous allons parler de faits réels, des faits que nous rencontrons au quotidien dans nos familles, en milieu de travail, à n'importe quel endroit, même dans la rue. Il vous arrive de rencontrer quelqu'un qui fait une crise et vous ne savez pas comment les secourir. Alors, vous aurez toutes les informations sur la manière dont il faut secourir une personne en cas d'urgence. Et nous recevons pour vous Madame Coco Kankoundiadia. Elle est, je vais dire ça en anglais, avec mes mots, avec ma façon de prononcer. Elle sera mieux placée pour nous expliquer ce qu'elle est réellement parce que c'est en anglais. Elle est Patient Capacity Manager. Elle travaille à Royal London Hospital. Pour moi, selon mon entendement, elle est donc administrateur du contrôle. Pardon, elle est administrateur de service des services de santé qui est chargé du contrôle des cheminements, des documents et des informations sur les malades. Elle est également présidente de l'ONG Rise and Blossom. En français, ça veut dire lève-toi et brille. Elle est infirmière de formation. Elle est spécialisée en soins infirmiers des adultes et des personnes âgées. Et avant que je lui pose la première question, je voudrais qu'elle se présente comme il se doit parce que moi j'ai essayé de la présenter à ma manière. Bonjour madame et merci de répondre à notre invitation. Je voudrais que vous puissiez vous présenter comme il faut à nos téléspectateurs qui vous suivent. Bonjour madame Bibiche, comme vous l'avez dit, je suis madame Coco Kankou. Je suis infirmière de formation pour mon parcours. J'ai commencé mes études infirmières ici, à l'ISTEM, au campus, à l'Unikin. Et de là, je suis allée en Europe, précisément à Londres, où j'ai encore continué mes études d'infirmière pendant 3 ans. Et après quoi, j'ai travaillé pendant une année dans le service de chirurgie et gynécologie. Après une année, je suis allée faire ma licence où je me suis spécialisée en soins orthopédiques. Donc, je suis infirmière spécialisée en soins orthopédiques et spécialement pour les adultes parce qu'il y a une nuance sur les soins qu'on donne aux enfants et aux adultes. Donc, c'est ça mon parcours en cas professionnel. Et présentement, je travaille au Royal London Hospital, comme vous l'avez dit. Je suis Patient Capacity Manager, comme on le dit. Donc, mon rôle, c'est de contrôler le cheminement des patients dès qu'ils arrivent au service d'urgence jusqu'à ce qu'ils seront, comment on dit, discharge, jusqu'à ce qu'on va les renvoyer à la maison. Donc, il y a des patients qui viennent, ils se limitent au service d'urgence, ils reçoivent leurs soins médicaux et ils rentrent à la maison. Mais il y en a qui ont besoin d'être admis à l'hôpital. Et là, c'est là que mon rôle intervient et les médecins et les infirmiers basés sur le service d'urgence vont contacter mon bureau et dire qu'il y a tel patient qui souffre de tel problème, qui a besoin d'un lit d'hôpital. Alors, par capacity, il y a des gens qui appellent ça bed management. Donc, on n'est pas en train de manager les lits, mais nous sommes en train de manager les capacités, donc l'espace qu'il faut, en l'endroit qu'il faut. Donc, on a ce motto-là qui dit right patient, right time, right place, qui veut dire la malade, le patient qu'il faut, à l'heure qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Donc, c'est là que moi, j'interviens. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de votre intervention parce que ce qui nous intéresse plus pour l'émission de ce soir, nous allons parler vous allez nous donner les notions élémentaires de réanimation. Comment il faut réanimer quelqu'un. Comme je l'ai dit à l'introduction, il y a des gens qui peuvent faire une crise en route. Ils donnaient l'impression d'être en bonne santé et du coup, la personne tombe, elle perd connaissance et elle n'est pas à côté d'un médecin, elle n'est pas à côté d'un infirmier, elle n'est pas à côté d'un personnel soignant. Vous allez nous dire comment nous, en tant que personnes normales, qui n'avons pas de qualification médicale, comment nous devons venir au secours à ces personnes. Je voudrais que vous nous parliez s'il y a des étapes. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre, si vous pouvez nous en parler? Et aussi, pourquoi c'est important que nous, qui ne sommes pas des corps médicaux, nous devons apporter une assistance? Merci beaucoup pour la question. Les soins élémentaires de réanimation, comme on les appelle, ils sont vraiment importants. Parce que la personne peut être en danger à la maison. Peut-être vous êtes en train de manger, il y a un morceau de viande qui s'accroche sur la gorge et vous êtes en train de suffoquer. Donc, on doit vous venir en aide.
Donc, c'est important que tout le monde, professionnel de santé ou pas, connaisse ces soins élémentaires qui peuvent préserver la mort, en fait. Donc, l'idéal quand on fait ça, c'est pour permettre au cœur de continuer de fonctionner, de sorte que, parce que le cœur fonctionne, il y a le sang qui passe sur le cerveau continue à être oxygéné, et alors ça vous épargne, comme on dit, le brain dead, comme on dit. Tu veux pas être un mort cérébral. Donc, ces soins-là sont élémentaires, ça sauve la vie de gens, jusqu'à ce que les paramédics arrivent ou bien que vous soyez à mesure, si vous êtes à l'hôpital, que les médecins arrivent et fassent les réanimations proprement dites. Alors, il y a des étapes. L'étape première, parce que la personne qui est tombée, qui s'est évanouie, elle est déjà en danger. Vous voulez l'aider, alors vous-même, vous ne voulez pas vous mettre en danger. Vous ne savez pas pourquoi elle est tombée. Peut-être il y avait de l'eau, elle a glissé. Ou bien il y avait des courants électriques, il s'est cogné, il s'est électrocuté. Donc, vous devez d'abord évaluer l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que c'est safe, comme on dit en anglais? Est-ce que moi-même, je ne serais pas en danger si je m'approchais de cette personne-là? Si c'était en cas d'électrocution, il faut vous rassurer que vous avez débranché tout ce qui est électrique avant d'aller vers le malade. Donc, on appelle ça danger, assessment for danger. Donc, évaluer qu'il n'y a pas de danger autour de vous. Et la personne, le casualty ou bien la personne qui est tombée là peut être un danger pour vous-même, dans le sens où peut-être qu'on l'avait empoignardé, il y a un couteau, il faut vous rassurer que ce couteau-là ne va pas être un danger pour vous-même. Donc, vous éliminez tout ce qui est danger autour de vous, alors vous voulez maintenant vous rassurer que cette personne, est-ce qu'elle est encore vivante? Et comme on dit, il faut appeler le nom de la personne si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas son nom, vous criez « Allô madame, allô monsieur, est-ce que vous m'entendez ?» Donc, on appelle ça, on est en train de rechercher la réponse de la personne qui est tombée. Si cette personne-là ne vous répond pas, du coup, vous vous dites qu'il est parti. Alors, il faut passer sur l'étape suivante. Alors, si elle répond, c'est bon, vous voulez l'aider à prendre, vous tournez la personne pour se coucher sur le côté. Ça peut être le côté gauche ou le côté droit, c'est pas de problème. C'est juste pour permettre aux poumons de bien fonctionner. On appelle ça recovery position, so la position de recouvrement. Mais si la personne ne respire pas ou ne répond pas, parce que vous avez évalué qu'il n'y a pas de danger, vous avez appelé la personne, elle n'a pas répondu, maintenant, quand vous faites ça, ça se fait au même moment, hein, parce que le temps compte. Vous n'avez que 15 minutes de donner ces soins élémentaires pour sauver la personne. Donc, au-delà de 15 minutes? Au-delà de 15 minutes, c'est parti. Si on arrivait à réanimer plus tard, peut-être il va revenir avec des problèmes au niveau du cerveau. Là, c'est compliqué. Donc, quand vous êtes en train d'appeler là, allô madame, allô monsieur, vous pouvez appuyer sur... comment on appelle ça en français encore, sur l'épaule ici. Vous faites, vous appuyez un peu plus. Vous le pincez un peu. Vous le pincez un peu et si elle est encore consciente, elle va réagir. Si elle ne réagit pas, du coup, vous savez qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Alors, la personne, vous devez la mettre en position allongée sur le dos. Comme ça, vous êtes en train d'observer la poitrine. Et voir s'il y a des battements de cœur. S'il n'y en a pas, du coup, vous allez commencer les compressions cardio-pulmonaires. Donc, c'est très important de faire cet assessment, évaluation-là le plus tôt possible. Donc, quand on respire, il ne peut pas voir le battement de cœur, il n'y a pas le mouvement de la poitrine, mais vous pouvez mettre votre oreille sur le visage de la malade. Si elle respirait, vous allez sentir cet air-là que quelqu'un respire. Il y aura l'air. Là, vous savez que, ok, je sens qu'il y a l'air, il respire. Mais quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de mouvement de poitrine, la personne est vraiment inconsciente. Et alors, du coup, vous commencez à faire les compressions cardiovasculaires. Et les compressions cardiovasculaires prennent combien de temps? Parce que vous avez dit, en tout, avec toutes ces étapes-là, il faut au maximum 15 minutes. La compression prend combien de temps? Il y a un cycle. Ça se fait pendant un cycle. Donc, du coup, la personne est allongée. Vous posez votre main, ça c'est ma main droite, et j'ai ma main gauche dessus, là, sur la poitrine. Au niveau du sternum, là, c'est là que vous placez les mains. Et vous devez être à genoux, sur vos genoux, et en position droite, comme ça.
vous appuyez sur la patiente ou le patient, si vous voulez, et vous commencez à faire des compressions. Vous comptez 1, 2, 3 et 4, 5, jusqu'à 15. S'il ne répond pas, vous continuez. En l'entretemps, s'il y a des gens autour de vous, vous pouvez les envoyer chercher de l'aide. Si vous êtes déjà dans un milieu hospitalier, vous pouvez vous crier. On a besoin d'aide. Il faut vraiment crier pour que les gens viennent. Pour nous qui avons ce privilège en Europe, nous avons, il y a des boutons qu'on appuie. On appelle ça emergency button, dans les boutons de secours. Dès que vous appuyez ce bouton-là, tout le monde va venir. Mais si vous êtes dans la rue, même en Europe, il y a les passants qui aident toujours. Vous pouvez leur demander, on a besoin d'aide. Il y a les passants qui vont appeler les ambulances. Alors, nous devons nous accommoder avec ce que nous avons sur place au Congo. Je ne sais pas le service d'urgence, comment ça fonctionne, mais il y a des gens, sûrement, si ça se passe dans la route, il y a des passagers, on peut leur demander de l'aide. Demandez de l'aide, appelez l'ambulance. Je suis sûre qu'il y aura toujours un bon samaritain qui pourrait appeler l'ambulance. Voilà, pour une femme enceinte qui fait une crise, qui pique une crise, comme vous l'avez dit là, il faut procéder par la même excusez-moi la tautologie, la même procédure où il y a une procédure appropriée à la ce procédure, genre de elle est la même pour toute personne, sauf que pour les enfants, c'est un peu différent parce que la prédisposition anatomique des côtes et tout ça, c'est un peu fragile par rapport à l'adulte. Donc la pression que vous donnez quand vous faites des compressions, c'est différent pour un enfant. Mais pour la personne adulte, enceinte ou pas, on doit vraiment donner les mêmes compressions et ça doit être avec force. Hein. Mais vous conviendrez avec moi que quand vous le faites sur un mannequin, c'est différent. Mais quand vous le faites sur la personne humaine, vous sentirez. Si vous faites très fort, les côtes peuvent même se casser. Ne vous inquiétez pas si les côtes se cassent. L'objectif là, c'est de sauver cette vie. Et les côtes, généralement, quand elles se cassent, ça régénère. On n'a pas besoin d'opérer pour fixer les os cassés au niveau de la poitrine. Non, on appelle ça conservation. Donc, ça se fait conservativement. Ça recover, ça se guérit comme ça naturellement. Donc, la position, elle est la même. On doit être couché à plat sur le dos et on fait des compressions. Et on a toujours dit, vous n'arrêtez pas jusqu'à ce que l'aide arrive. Alors, il y a beaucoup de gens, plus vous êtes en train de faire des compressions, ils peuvent revenir en vie et ils vont tousser. Si la personne tousse, vous arrêtez avec les compressions et vous le repositionnez sur le côté recovery position encore une fois. Mais au cas où elle ne toussait pas et qu'elle ne faisait aucun signe de vie, vous avez besoin de lui donner un peu de boost d'oxygène. Au début, quand j'étais à l'école, là à Londres, il y a 15 ans passés, on nous donnait, vous pouvez faire bouche à bouche. Vous prenez votre bouche, vous soufflez sur la bouche du patient. 2 fois, 3 fois, vous lui donnez un peu d'oxygène et vous compressez encore. Maintenant, avec tout ce qu'il y a, hygiène, Covid et tout, on ne conseille pas de faire bouche à bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire? À moins que si vous avez un mouchoir, vous pouvez mettre un mouchoir sur la bouche de la malade et vous faites ce souffle-là et puis vous continuez. Encore une fois, les gens vont argumenter, il y a Covid, même le mouchoir, ça peut se transférer. Oubliez le bouche à bouche. Continuez avec les compressions cardio-pulmonaires. C'est ce qui est très important. Il nous arrive de voir aussi dans la rue, lorsqu'une personne fait une crise, au lieu de faire ce que vous venez de nous demander de faire, là, la compression, il y a des gens qui jettent de l'eau sur la tête. Hein, on asperge de l'eau sur la tête de la personne qui est par terre, un peu pour ranimer la personne, et on essaye de pincer un peu ses pieds. Est-ce que c'est recommandé? Comme je disais tout à l'heure, merci, c'est mieux de pincer là, sur l'épaule, parce qu'il y a les nerfs qui vont directement sur le cerveau. Et quand vous pincez là, la réaction elle est rapide que pincer au pied. Ça, ce sont les recherches vraiment datées, vraiment de très longtemps. Il y avait des gens aussi qui appuyaient sur le sternum ici. Donc, tout ça là, c'est déjà exclu. Mais on vous dit le trapézieux. Dans le trapèze, ce muscle-ci, ça s'appelle trapézius. Donc, vous appuyez sur le trapézius muscle et la personne peut répondre. Donc, pour cela qu'on venait de demander, la personne qui s'évanouit, on jette de l'eau. Au fait, je pense l'idée derrière, c'est de voir est-ce qu'elle va répondre. Réagir.
Mais la meilleure façon de rechercher la réponse de la personne qui est tombée, c'est de faire le pinch, comme on a dit là. De l'eau, s'il est évanoui, il ne sentira rien parce que son cerveau, il est parti. C'est le cerveau qui lui donne la commande de tous les mouvements du corps. Mais quand il est inconscient et que le cerveau ne fonctionne pas, vous pouvez jeter de l'eau comme vous voulez, il ne va pas revenir. En vous entendant parler, c'est comme si le travail que vous demandez à la communauté de faire s'apparente au travail des secouristes de la Croix-Rouge. Voilà. C'est ça? Voilà. Parce que vous n'avez pas les secouristes partout au même moment. Vous pouvez être le premier point de contact jusqu'à ce que les secouristes arrivent. Ça peut arriver à l'école, les enfants sont en récréation, ils jouent et un enfant tombe, il perd connaissance. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas seulement commencé à crier, venez, venez, venez. Mais non, quand vous criez, vous demandez de l'aide, mais faites quelque chose jusqu'à ce que l'aide arrive pour sauver la vie de cette personne. Parce que plus du temps que nous prenons, le cerveau ne reçoit pas l'oxygène, le cerveau vit avec l'oxygène, ça se fatigue et ça meurt, ça perd ses fonctions et du coup, il peut commander rien du tout dans votre corps et vous partez. Et pour une personne qui souffre de l'épilepsie, il semble que c'est aussi mauvais, hein? Il semble que la maladie, elle est contagieuse. Si elle n'est pas contagieuse, les gens ont peur de s'approcher d'une personne épileptique. Alors, une personne qui fait, ce sont des personnes qui font des crises à répétition. Il faut procéder par la même procédure ou bien... Je ne pense pas que l'épilepsie est une maladie contagieuse parce que c'est une maladie neurologique. Ce sont des problèmes des nerfs et ces nerfs-là qui sont commandés par le cerveau. Donc, s'il y a un nerf qui déclenche, qui ne respecte pas son cycle comme il faut, c'est alors qu'on fait ces crises-là. Donc, ouais, la personne commence à convulser et tout. Je ne vois pas comment ça peut se contaminer parce que le contagion, c'est un microbe ou un virus qui passe d'un organisme à un autre. Mais avec là, c'est un problème neurologique. C'est pas problème de bactéries ou de virus. Et on peut les secourir de la même manière? Bien sûr que oui. Parce que la personne convulse d'abord et puis après, c'est comme si elle entre dans le coma. Ouais. Et quand ils sont en train de convulser, vous ne pouvez rien faire. Il faut attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à les stades toniques. Donc, ils sont atoniques, il n'y a plus de mouvement. Et c'est alors que vous pouvez la repositionner sur le dos et commencer à faire des compressions. Et surtout, pour eux, il faut vérifier parce que le grand danger, ça peut être la langue. Parce que quand on observe, quand moi j'ai dit au début, vous êtes en train d'observer s'il y a un danger, il faut aussi vérifier les voies respiratoires. Parce que le grand danger dans le corps humain qui peut bloquer les voies respiratoires, c'est notre langue. Elle paraît toute petite, mais c'est un organe très grand. Alors, quand vous êtes inconscient, la langue peut récidiver, peut aller en arrière et du coup, ça bloque là. La respiration. Et c'est ça ce qui peut vous tuer. Alors, quand quelqu'un est en train de convulser, il y a le même phénomène qui se passe. La langue peut être sortie et ça peut bloquer aussi les voies respiratoires. Alors, il faut se rassurer qu'il n'y a pas... La langue est en bonne position et avant de commencer à faire quoi que ce soit. Lorsqu'une personne secoue la personne qui était tombée par terre et que la personne réagit, automatiquement on la met à l'hôpital. Vous n'êtes pas, la personne qui a secouru n'est pas obligée de l'accompagner à l'hôpital pour expliquer à l'hôpital ou bien déjà lorsque l'ambulance arrive, la tâche de la personne qui a secouru s'arrête là et l'hôpital lui-même va prendre en charge. Je dirais oui, au sens où si cette personne-là donnait déjà son témoignage aux secouristes qui arrivent ou bien aux ambulanciers, ils vous disent voilà, il y a eu ça, ça, j'ai fait ça, ça, ça. Les ambulanciers vont prendre note, les secouristes vont prendre note et c'est à partir de ces informations-là qu'ils sauront quoi dire à ceux-là qui sont à l'hôpital. Mais au cas où cette personne, le premier secouriste voudrait bien y aller juste pour se rassurer que ok, la prise en charge est maintenant bien transférée et tout, ça dépend de lui. Mais généralement, il n'est pas obligé d'y aller. J'ai eu une amie, elle était enceinte il y a quelques années. Et puis, elle est allée faire la layette. C'était au marché central. Quand elle arrive là-bas, pendant qu'on la servait, du coup, elle fait une crise, elle tombe. Mais elle, on n'a pas procédé à la manière dont vous avez parlé. Il y a les gens qui étaient là, qui ont dit, il faut lui donner, elle est tombée par terre, il dit, il faut seulement lui donner les Fanta.
Donnez-lui les Fanta, mais elle n'avait pas arrêté de respirer. Elle respirait, mais elle était faible. Elle a perdu connaissance, mais elle continue à respirer. Et on l'a soulevée, on lui a donné du Fanta et puis elle s'est remise. Bon, là, je pourrais donner plusieurs explications à cela. Elle est enceinte. Peut-être qu'elle n'avait pas mangé avant de sortir. Effectivement, elle dit qu'elle n'avait pas mangé. Ou bien si elle avait mangé, peut-être qu'elle a un problème de diabète de grossesse, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a un problème de tension pendant la grossesse. Nous, là, qui sommes là, nous ne connaissons pas sa condition médicale. Alors, ces gens-là qui lui demandent de lui donner du Fanta, là, on doit être vraiment careful, comme on dit, il faut faire très attention parce que si la personne est diabétique ou bien elle fait le diabète de grossesse, vous lui donnez du Fanta, ça va faire augmenter le taux de glycémie, ce qui est dangereux et pour le bébé et pour la maman. Et ça peut aussi provoquer une autre crise au cas où elle devenait acidotique, un diabète acidotique qui peut aussi l'entraîner dans le coma. Alors là, il faut faire attention. Généralement, comme ça se passe en Europe, il y a toujours dans chaque coin, au supermarché, ils ont toujours dans lesquels on a une petite machine ou bien faire la goutte épaisse et vérifier la glycémie. Avant de donner quoi que ce soit, on va vérifier la glycémie. Si elle est bonne, on donne rien. Si elle est vraiment basse, en dessous de 4 millimoles, comme on dit, là, on va lui donner un peu de Fanta pour booster le taux de sucre. Ça va lui donner l'énergie et elle va se relever. Ils n'ont pas fait le compression cardiovasculaire parce qu'elle n'était pas inconsciente. Elle était consciente, mais fatiguée. Moi, je dirais peut-être parce que son taux de sucre était trop bas. Et pour une personne qui souffre d'une maladie chronique, par exemple le diabète, comme vous l'avez dit, un hypertendu, une personne qui a un problème cardiovasculaire, un problème cardiaque, tout ça, est-ce que lorsqu'on procède par la compression, la personne peut revenir à la vie? Mais pourquoi pas? Parce que c'est le problème du cœur. On appelle ça compression cardio-pulmonaire. Donc, on cherche à... Quand on donne le boost d'oxygène, c'est pour booster les poumons, ce qui est pulmonaire. Et cardio, c'est ce qui est cardiaque. Parce que ça marche de pair, au fait. Si vous regardez l'anatomie de l'appareil respiratoire et l'appareil circulatoire, dans le cœur est un moteur très important. Vous verrez que ça synchronise. Donc, ça n'a rien à voir avec le sucre, ça n'a rien à voir avec autre chose. On a besoin que le cœur fonctionne. On donne les mêmes soins, quelle que soit votre condition médicale qui est dans le background. Est-ce qu'à tout prix, ces notions élémentaires réussissent? Bien sûr, si elles sont faites promptement, parce que peut-être la personne était allongée plus de 20 minutes avant que vous la voyez là. Là, le temps est déjà passé. Mais si elle tombe devant vous et que vous commencez, en tout cas, il y a 85% de chances de sauver cette vie-là. À moins que ce soit que c'était son jour que Dieu a décidé qu'il parte, quels que soient les efforts, il partira. Mais si c'est pas son jour, en tout cas, ces soins-là sont vraiment vitaux et ça préserve la vie en un grand nombre de gens. Donc, si les gens avaient secouru Papa Wemba, peut-être qu'il serait en vie? Je dirais oui. Je ne sais pas s'il y avait des secouristes, mais si je me rappelle bien quand on suivait cette scène-là à la télé, il s'est évanoui et les gens ne faisaient que lui mettre de l'air, comme on dit. Je n'ai vu personne aller sur sa poitrine et commencer à faire des compressions. Je peux être, comme on dit en anglais, wrong, but si je me rappelle bien de la scène, je n'ai pas vu les gens faire ça. Peut-être qu'ils ont fait ça quand il était déjà entouré et que le public ne pouvait plus voir ce qui se passait, mais le problème temps est très important. Les 15 premières minutes sont les minutes critiques pour déterminer la survie de la personne ou pas. Oui, vous avez dit tantôt qu'il faut, lorsque la compression, c'est ça, non? Ne réussit pas, il faut refaire. Donc, vous avez compté jusqu'à 15, la personne ne s'est pas remise, vous devez encore revenir jusqu'à ce qu'elle fasse un signe de vie. Alors, quand est-ce que vous décidez maintenant, quand je dis vous, nous qui apportons un secours, devons décider pour amener le malade à l'hôpital? Merci, madame. Généralement, on a toujours un défibrillateur. Quand les secouristes arrivent, ils doivent avoir un défibrillateur qui est un petit appareil électrique
qui vous donne l'électricité. Quand vous connectez ça à la personne, ça permet, quand vous faites le choc, comme on dit, vous appuyez sur le bouton et ça donne le choc, ça permet à donner l'électricité pour envoyer au cœur et tout ça. Donc, ça dépend, je ne sais pas quel équipement nos secouristes ont ici au Congo, mais quand vous faites les compressions, vous continuez jusqu'à ce qu'il y a l'aide arrive. Si l'aide n'arrive pas, il est 1 heure, vous êtes fatigué. Même déjà à 15 minutes, vous serez fatigué parce que vous-même, là, vous êtes déjà sous émotion. Il y a l'adrénaline qui est en train... Vous fournissez des efforts lorsque vous fournissez des efforts et votre cœur, il bat aussi vite. Il y a l'adrénaline qui est en train de pomper partout dans votre organisme. Donc, vous serez fatigué. Il est bon que quelqu'un d'autre prenne la relève. Il donne les mêmes compressions jusqu'à ce que l'aide arrive parce que votre souci, c'est de sauver cette vie-là. Mais si vous avez été dans la scène pendant plus d'1 heure, l'aide n'arrive pas, vous avez fait tout ce que vous pouvez et la personne ne revient toujours pas, vous êtes fatigué, et surtout si vous êtes seul et que vous ne pouvez plus rien faire. En tout cas, même moi, je dirais même Dieu verra que vous avez fait de votre mieux pour sauver cette personne-là. Vous pouvez arrêter quand vous n'avez plus de force de faire quoi que ce soit. Et votre ONG que vous dirigez, vous êtes présidente de l'ONG Rise, c'est ça, hein? Rise and Blossom. Lève-toi et brille. Voilà. C'est toujours dans le cadre du secours ou bien ça, c'est une autre chose? Ça, c'est vraiment une autre chose. C'est une autre chose, vraiment à part. C'est une idée qui m'est venue à voir parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais infirmière spécialisée en orthopédie. Et avant de faire ce job que je suis en train de faire de Patient Capacity Manager, j'étais manager dans le pavillon des malades orthopédiques. Alors, notre hôpital, c'est un grand centre de trauma. On reçoit des malades de partout, qui viennent même d'en dehors de Londres, des provinces, qui viennent quand ils ont des accidents de circulation et tout. Alors, on voyait des gens après ces accidents-là qui arrivent à perdre une jambe, ils perdent le bras, ils perdent ceci, cela. Ou bien ils ont eu des problèmes de colonne vertébrale, ils deviennent alités et tout. Ça m'avait interpellée. Que faire après l'hôpital? Et je dirais, j'ai ma petite sœur aussi qui m'a inspirée, qui était aussi, elle a un problème de fonctionnement maintenant, elle a des problèmes de marcher et tout. À la voir, ça m'avait aussi interpellée, ça m'avait, comme on dit, inspirée. Que faire pour aider ces personnes-là qui ont perdu leur habilité de marcher ou de bouger le bras, de prendre une tasse de café et tout? Que faire pour les aider? Alors, parce que généralement ici, en Afrique, pourquoi pas dans mon pays, ces personnes-là, ils sont comme un peu marginalisés parce qu'ils sont plus capables de faire quoi que ce soit. Ils se sentent comme s'ils sont retirés de la société. Ils n'ont plus de valeur, même aux yeux de leurs membres de famille. Ils deviennent de vauriens parce que. Alors, cette idée-là m'était venue. Je me suis dit, avec la petite connaissance que j'ai et les petits moyens que Dieu mettra sur mon chemin, pourquoi ne pas commencer cette organisation et venir en aide? Alors, cette aide-là, c'est pas seulement une aide financière ou matérielle, donner à manger ou quoi, mais c'est aider ces personnes-là psychologiquement, qu'elles se sentent qu'ils ont de la valeur malgré leur handicap, ils peuvent faire quelque chose, et puis les aider à se réintégrer dans la société. Alors là, je peux pas faire ça toute seule, j'ai besoin de gens à plusieurs niveaux, à plusieurs disciplines, parce que la personne peut se réintégrer. Peut-être, je veux commencer à faire la couture, je veux coudre les vêtements. Moi, je suis un cordonnier, moi, je sais faire ceci, les travaux manuels qui peut l'aider à faire quelque chose qui peut lui ramener de l'argent et l'aider à subvenir. Donc, c'est ça l'idée maîtresse de ce ONG, qui est encore bébé, je dirais. C'est une organisation qui vient de naître. On est encore en train de se rechercher. On a besoin de partenaires. Pour ceux-là qui nous suivez, si vous voulez, veuillez nous contacter. Nous allons mettre nos détails là-bas. On a besoin de partenaires qui peuvent échanger des idées avec nous ou bien qui peuvent apporter aussi leurs services qu'on pourrait mettre à la disposition de ces personnes avec handicap physique. Merci beaucoup, Madame Coco Kankou. Je rappelle que vous êtes
Je préfère le dire en français. En anglais, là, ça me complique. Vous êtes administrateur des services de santé, chargé du contrôle, des cheminements, des documents et même des informations sur les malades. Donc, vous vous occupez des malades lorsqu'ils entrent à l'hôpital, leur cheminement, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions. Si ce sont des personnes qui viennent en urgence, vous vous occupez d'eux jusqu'à ce elles sortiront de l'hôpital. C'est un peu ça son rôle, hein. J'espère que j'ai bien expliqué à des termes un peu simples pour que la population puisse comprendre. Et vous nous avez parlé vous nous avez donné des éléments élémentaires des réanimations. Chers téléspectateurs, il nous est certainement arrivé de rencontrer les personnes qui font une crise sous nos yeux et nous ne savons pas comment les secourir. Elle nous a montré qu'il faut faire comment vous avez appelé ça? La compression cardio-pulmonaire. Et il faut compter jusqu'à 15. Quand ça fait 15, la personne ne se remet pas. Vous recomptez jusqu'à ce que vous allez vraiment vous rassurer que la personne a fait un geste. Et pendant que vous le faites, vous pouvez demander à une autre personne qui est à vos côtés de faire appel à une ambulance pour qu'on puisse venir prendre le malade. Et elle a dit quelque chose de particulier que j'ai aussi aimé. Il faut pincer l'épaule de la personne parce que ici, l'épaule a un contact direct avec les nerfs et ça permet à la personne de se remettre. À coup sûr, ça réussit. Et nous pensons que même en RDC, nous allons le faire. Merci à vous d'avoir été là. Nous allons profiter de son séjour à Kinshasa pour faire cette émission parce qu'on s'est dit que c'était important que nous aussi, nous apprenions comment secourir nos compatriotes. Merci d'avoir été là. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver chez vous, rester branchés sur nos antennes et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine de santé diagnostic. Au revoir.